En Côte d'Ivoire, le président Ouattara a nommé les 33 derniers sénateurs et c'est Patrick Achi, le secrétaire général de la présidence, qui a rendu publique cette liste des sénateurs. Au Bénin, le positionnement des partis politiques sur le bulletin de vote dans le cadre des élections législatives du 28 avril est fait. Le tirage au sort a eu lieu ce jeudi dans les locaux de la Sénat. Le Rwanda se prépare à commémorer le génocide de 1994. Cette triste période de l'histoire du pays est difficile à vivre pour les générations qui n'ont pas connu ces drames. Ainsi se présente le sommaire du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Au Bénin, le positionnement des partis politiques sur le bulletin de vote dans le cadre des élections législatives du 28 avril prochain est fait. Le tirage au sort des partis en lice a eu lieu ce jeudi dans les locaux de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Reportage. Après l'échec des négociations de la classe politique en vue d'un consensus pour des législatives inclusives, la Sénat, entendait la Commission électorale nationale autonome, a décidé de poursuivre les activités inscrites dans son calendrier. À cet effet, elle a convié à la séance de tirage au sort qui a eu lieu ce jeudi à son siège les délégués des deux partis retenus pour prendre part aux élections législatives du 28 avril prochain, à savoir l'Union progressiste et le Bloc républicain, et ce, afin de définir leur positionnement sur le bulletin de vote. Aux représentants des partis politiques, je voudrais dire que ce qui importe pour nous à la Sénat, c'est que tout se passe bien, que tout se passe dans la paix. Vous avez toutes ces cartes-là entre vos mains et il vous appartient de les jouer pour que l'essentiel de ce qui nous réunit soit préservé, à savoir la paix, la concorde et la convivialité. Après cette étape, suivra la phase du lancement officiel de la campagne qui interviendra le 12 avril prochain, suivant le calendrier établi par la Commission électorale nationale autonome. En ce qui concerne la publication de la liste des agents électoraux, notamment celle des assistants des coordonnateurs d'arrondissement et des membres des postes de vote, elle est annoncée pour la semaine prochaine. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a nommé les 33 derniers sénateurs et c'est Patrick Achi, le secrétaire général de la présidence, qui a rendu public ce mercredi la liste des sénateurs. Montage. Après plus d'un an d'attente, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a nommé les 33 sénateurs qui rejoindront les 66 déjà élus en mars 2018 pour siéger au Sénat, la chambre haute du Parlement ivoirien. Parmi les 33, 11 femmes, dont Makani Diaby, professeure de littérature française à la Georgia University aux États-Unis, mais aussi Mariam Dao Gabala, passée par la haute finance et militante des droits des femmes, ou Catherine Delon, opératrice économique à Bouaké. Avec la nomination des 33 sénateurs, dont plusieurs sous l'étiquette du RHDP, le Sénat ivoirien est ainsi fortement marqué par les couleurs du parti unifié. Nouvelle institution prévue par la Constitution de 2016, le Sénat avait été très critiqué par l'opposition, jugeant que c'était une assemblée budgétivore, inutile et un antre de clientélisme. La rentrée du Sénat est prévue le 11 avril prochain à son siège provisoire de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la paix de Yamoussoukro, la capitale politique du pays. Le principal parti d'opposition a conservé le contrôle de l'État de Rivers, principal État pétrolier dans le sud du Nigeria, premier producteur de brut d'Afrique. C'est ce qui ressort des résultats officiels d'une élection marquée par des violences et retards. Les détails. Le gouverneur sortant, Nyesom Wike, du Parti démocratique populaire PDP, a été réélu le mois dernier pour un second mandat avec 886 264 voix. Son rival le plus proche, Biokpo Mabo Awara, du Congrès de l'Alliance africaine, en a obtenu 173 859, a déclaré mercredi soir la Commission électorale nationale indépendante. Awara, un relatif inconnu, était soutenu par le parti du président Muhammadu Buhari, le Congrès des progressistes APC, qui n'avait pas pu présenter de candidat en raison d'une décision de justice.
Le nouvel élu a dédié sa victoire aux gens de l'État de Rivers, tués pour défendre la démocratie, en ajoutant sur Twitter « Ils ont tout tenté pour nous déstabiliser, mais nous avons gagné ». L'élection du gouverneur a eu lieu le 9 mars, 2 semaines après que le président Buhari eut obtenu un second mandat en battant le candidat du PDP, Atiku Abubakar, qui conteste le résultat de la présidentielle. La collecte des résultats de l'État de Rivers avait été suspendue le 10 mars en raison de la violence et de l'intimidation exercée sur des responsables électoraux par des hommes en uniforme. Des routes ont été bloquées autour du bâtiment où le personnel comptait des voix, ce qui a provoqué un affrontement avec la police. L'armée a catégoriquement nié toute implication dans les incidents et a accusé des voyous politiques armés de s'être fait passer pour des militaires. Rivers est un État clé en raison de la production de pétrole et de gaz dans la région. Le Front de Libération Nationale, le FNL, parti d'Abdelaziz Bouteflika, a salué ce mercredi la décision de celui-ci de démissionner face à la contestation inédite qui le visait afin d'assurer la pérennité de l'État. Le chef de l'État a en outre demandé le pardon des Algériens. Les précisions. Le FLN, parti qui domine la vie politique depuis l'indépendance du pays en 1962, est l'une des cibles de la contestation qui le voit comme un des rouages essentiels du système au pouvoir dont elle réclame le départ. Le slogan FLN dégage est régulièrement entendu lors des manifestations qui secouent l'Algérie depuis le 22 février. Bouteflika a compris et réagi en fonction de la conjoncture qui prévaut dans le pays de manière à assurer la pérennité de l'État et le bon fonctionnement de ses institutions, a déclaré le porte-parole du FLN, Hossein Khaldoun. Ce dernier a également rendu hommage à l'armée algérienne qui a soutenu le peuple depuis le début des manifestations populaires. Historiquement traversé par des luttes internes, le FNL a étalé au grand jour ses divisions à la faveur du mouvement de contestation. Pendant ce temps, le président démissionnaire a demandé pardon aux Algériens dans une lettre d'adieu. « Je veux demander pardon à ceux parmi les enfants de ma patrie, envers lesquels j'aurais sans le vouloir manqué à mon devoir en dépit de mon profond attachement à être au service de tous les Algériens et Algériennes, poursuit l'ancien président qui se présente comme désormais simple citoyen. Peu avant, un collectif d'une vingtaine d'associations impliquées dans la contestation ont appelé à une nouvelle journée de mobilisation vendredi pour maintenir la pression et obtenir une transition indépendante du système. Le Conseil constitutionnel a pris acte de la vacance définitive de la présidence de la République et en a informé le Parlement selon la télévision nationale. Au Rwanda, à chaque commémoration, les rescapés du génocide de 1994 voient rejaillir dans leurs souvenirs des images qui les hantent. Mais cette triste période de l'histoire du pays est aussi difficile à vivre pour la génération qui n'a pas connu le drame. Reportage. Nés pendant le génocide ou peu après, de jeunes Rwandais évoquent le poids pesant sur leurs épaules, regardent un événement qui a bouleversé leur vie et la responsabilité qui leur incombe pour garantir qu'il ne se répétera pas. Ils n'abordent pas tous le génocide de la même manière. Certains restent détachés d'un événement lointain, d'autres sont écrasés par son poids, d'autres encore, trop intimement affectés, font tout pour oublier. Dès son plus jeune âge, cette génération post-génocide s'est vue inculquer le concept de rwandanité. Elle a appris comment les divisions ethniques avaient conduit au drame. Pour nous qui avons grandi après les événements, on aurait tendance à penser que cela ne nous affecte pas directement, mais je dirais que c'est le cas. Surtout quand on arrive à un âge où l'on commence à se poser des questions, quand on ne voit pas les parents ou les grands-parents, quand on apprend comment ils sont morts et pourquoi ils sont morts, c'est un fardeau pour nous aussi. La commémoration nous rend forts. Elle nous aide à réaliser ce que nous n'avions pas réalisé et nous fait penser que nous devons défendre le peuple rwandais qui nous a quittés pour avoir un pays meilleur qui ne soit pas caractérisé par l'ethnicité comme il était dans le passé. Nous vivons avec les conséquences du génocide
où l'on constate que certaines personnes sont séparées de leur famille ou n'en ont peut-être pas. Les auteurs, les victimes et ceux qui n'étaient pas nés sont tous confrontés aux mêmes conséquences. Une vingtaine de procédures judiciaires visant des personnes soupçonnées d'avoir organisé ou d'avoir été complices du génocide sont actuellement entre les mains du pôle crime contre l'humanité du tribunal de grande instance de Paris, autorisé à poursuivre des personnes soupçonnées de ces crimes si elles sont sur le territoire français en vertu d'une compétence universelle. Et justement, parlant du rôle de la France dans ce génocide, des militants de l'association Survie, déguisés en facteurs, tentent de déposer une fausse caisse d'armes au cabinet d'Hubert Védrine à Paris. Une manière pour eux de dénoncer le rôle de l'ancien secrétaire général de l'Élysée dans le génocide au Rwanda en 1994. L'association Survie a lancé ce jeudi à Paris une campagne intitulée « 25 ans d'impunité ». Cette campagne vise, selon elle, à dénoncer les complicités françaises dans le génocide au Rwanda de 1994 qui fit au moins 800 000 morts en 100 jours selon l'ONU, essentiellement au sein de la minorité Tutsi. Afin de dénoncer le rôle de l'ancien secrétaire général de l'Élysée dans le génocide, des militants de l'association Survie, déguisés en facteurs, ont tenté de déposer une fausse caisse d'armes au cabinet d'Hubert Védrine à Paris avant d'en être refoulés. Hubert Védrine a reconnu que la France a livré des armes à l'armée rwandaise et aux extrémistes hutus après le début du génocide. Donc ça, c'est vraiment un acte que Survie dénonce. Et donc pour interpeller Hubert Védrine, on fait semblant de lui ramener une caisse d'armes, une fausse caisse d'armes, qui est pour symboliser les dernières livraisons d'armes françaises qui sont arrivées même après la chute des extrémistes hutus. À quelques jours du 25e anniversaire du déclenchement du génocide, perpétré par le régime extrémiste hutu entre le 7 avril et début juillet 1994, le président français Emmanuel Macron doit dévoiler vendredi la composition d'un groupe de chercheurs chargés d'examiner les archives qui pourront l'être. Je ne vois pas pourquoi il faudrait une commission franco-rwandaise, et pourquoi spécialement la France d'ailleurs, devrait faire la lumière sur le génocide des Tutsis. La question qui serait intéressante et qui est en débat actuellement, c'est le rôle de la France dans ce génocide. Et Survie a mis en lumière la complicité de la France dans ce génocide. Et ça, à aucun moment, le président Macron n'a fait la moindre allusion, n'a donné le moindre indication que cette commission serait amenée à se pencher là-dessus. Survie, qui affirme lutter contre toutes les formes d'intervention néocoloniale en Afrique, publie vendredi un rapport intitulé « Déni et non-dit ». 25 ans de mensonges et de silence complices sur la France et le génocide des Tutsis du Rwanda. Dans son rapport, Survie réclame notamment la déclassification et l'accès au public de tous les documents officiels concernant cette politique, y compris les archives de l'Élysée et les archives militaires. On reste en Europe où l'Union européenne a condamné ce jeudi la levée de l'immunité parlementaire de l'opposant Juan Guaidó par l'Assemblée constituante acquise au chef de l'État vénézuélien Nicolás Maduro. L'Union européenne a rejeté la décision prise mardi dernier par l'Assemblée constituante de lever l'immunité parlementaire du président de l'Assemblée nationale vénézuélienne Juan Guaidó, permettant la poursuite d'une procédure judiciaire contre lui. Cette décision constitue une violation grave de la Constitution vénézuélienne ainsi que de l'état de droit et de la séparation des pouvoirs, l'Assemblée nationale étant le seul organe habilité à lever l'immunité des membres du Parlement, a déclaré au nom des 28 la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini dans un communiqué. Elle ajoute que ces actes sapent une issue politique à la crise et ne font qu'accroître la polarisation et l'escalade des tensions dans le pays. La levée de l'immunité parlementaire de l'opposant Juan Guaidó, qui s'est déclaré président par intérim le 23 janvier dernier, à la surprise générale, avait été adressée par la Cour suprême à la constituante ce lundi. Il lui est reproché de ne pas avoir respecté une interdiction de sortie du territoire. Le président socialiste Nicolás Maduro, qui dénonce une tentative de coup d'État orchestrée par l'opposition avec le soutien de Washington, est soutenu par la Russie et la Chine. Le Venezuela souhaite d'ailleurs renforcer sa coopération militaire avec la Russie et attend de nouvelles arrivées de soldats dans le pays. Ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.